Bonjour, on est juste à l'heure, c'est plutôt super sympa. Merci beaucoup à tous de vous connecter aujourd'hui pour le webinaire Les rebondisseurs français et harmonie mutuelle sur un thème plus que d'actualité, vu ce qui se passe de jour en jour pour l'ensemble d'entrepreneurs et des dirigeants que nous sommes. Quel levier activer pour assurer le rebond, voire même l'anticiper? Alors, nous sommes trois aujourd'hui à échanger avec vous tous. Nous accueillons Jean-Marc Barqui, donc le président cofondateur de Siloc. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ainsi que Véronique Potti, qui est avec nous juste à côté, qui est la directrice régionale d'harmonie mutuelle pour la région Nord. Donc, bonjour Véronique, merci beaucoup d'être là. Effectivement, et Isabelle Saladin, pardon, je me présente, présidente et cofondatrice de l'association des rebondisseurs français. Donc, comme je disais, on a voulu organiser ce webinaire parce que le contexte actuel, encore plus que de l'habitude, va mettre le rebond entrepreneurial en première ligne. Rebond égale aussi anticiper le rebond, pas seulement après un échec ou un souci, mais anticiper le rebond. Plusieurs leviers peuvent être activés, plusieurs méthodes peuvent être mises en place, des urgences, des clés peuvent être faites, et c'est pour ça qu'on a invité également Jean-Marc pour partager avec nous sur le terrain la vie active d'un dirigeant, comment gérer son rebond. Alors les rebondisseurs français, au début, l'association a fêté ses 4 ans cette année. 4 ans d'une association qui est gérée et cofondée uniquement par des entrepreneurs. Et pourquoi on a créé cette association? Parce qu'on s'est vite rendu compte qu'il y avait une différence de vision et de visibilité sur le rebond entrepreneurial en France versus, certes, d'autres pays, mais également par rapport à l'administration qui gère la France et la vision qu'ils peuvent avoir de aider un entrepreneur à essayer, échouer, rebondir, capitaliser sur l'expérience, aller de l'avant et réellement créer une valeur économique très, très forte, ce qui est la clé. Alors, il y a encore beaucoup de travail. Effectivement, en 4 ans, les choses ont commencé un petit peu à changer. On a encore beaucoup de travail tous ensemble, je pense, par rapport à ce sujet. Et le gros avantage de le vivre tous les jours, c'est qu'on peut échanger et partager ensemble les réalités, trouver des astuces et surtout anticiper les signaux faibles, qu'ils soient pour nous, chefs d'entreprise et dirigeants, mais également des signaux faibles plus, j'ai envie de dire, techniques ou managériales de l'entreprise. Alors, le rebond crée une richesse économique, sociale et sociétale clé. C'est important, on en est convaincu et je pense que si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que aussi vous êtes convaincus. Mais également, ça fait partie de ce qu'on appelle le RSE, très important de plus en plus dans les entreprises, parce que dans le RSE, il y a le S. On met souvent le E, l'écologie en avant, mais le S, c'est une clé, la partie sociale. Et aujourd'hui, les rebondisseurs français et Harmonie Mutuelle ont pris conscience de cette partie S du RSE, du rôle de l'entrepreneur dans le rebond, du rôle du rebond dans la partie RSE. Et nous sommes parmi les acteurs moteurs sur le sujet. Véronique, je te laisse la parole sur le positionnement d'Harmonie Mutuelle. Bonjour à tous. Merci Isabelle pour cette introduction. Donc, je suis Véronique Potti, directrice région Hauts-de-France pour Harmonie Mutuelle et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, le sujet du rebond, c'est un sujet qui est clé chez Harmonie Mutuelle parce qu'effectivement, nous accompagnons 65 000 entreprises et dirigeants d'entreprises, de l'entrepreneur jusqu'au très grand compte sur 4 activités clés: la santé, la prévention, la prévoyance et l'épargne retraite. Nous avons mis en place, en tant qu'entreprise à mission et organisme à but non lucratif qui prend une partie de ses bénéfices pour organiser des actions positives sur le terrain, nous avons mis en place un certain nombre de partenariats pour aider les entreprises et nos clients sur un certain nombre de sujets clés dans leurs différentes phases de développement, autant dans la phase de création que de développement et que de liquidation si jamais il devait y en avoir une. Donc, création, on est en partenaire avec des acteurs comme les chambres de commerce, des acteurs comme Initiative Lille Métropole Nord. Pour le développement, on est en partenariat, par exemple, avec le réseau Entreprendre. Et pour la phase de liquidation, nous sommes en partenariat avec les rebondisseurs français, 60 000 rebonds, mais également des structures comme APESA, qui fournit une aide psychologique pour les entrepreneurs en souffrance aiguë. Alors, le rebond, c'est important qu'on en parle. Vous avez peut-être entendu parler des pronostics pour les 3 années à venir. On parle de
200 000 liquidations qui sont attendues. Et pour autant, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites déjà pour développer la résilience en tant que chef d'entreprise et développer sa capacité à rebondir dans son entreprise. Mais il y a également des choses que vous pouvez faire en amont pour avoir un matelas de sécurité si jamais il y a une liquidation. Il y a des choses que vous pouvez mettre en place pendant une liquidation et après avoir liquidé, justement pour amortir le choc, faciliter votre capacité à recouvrir et votre capacité à rebondir ou en créant une nouvelle entreprise ou en prenant un poste de salarié par ailleurs. Donc, c'est ce que nous allons voir ce matin. Et je voulais remercier bien évidemment les rebondisseurs français, Isabelle, Claire et toute l'équipe des rebondisseurs français pour l'organisation de cet événement. Bien évidemment, un grand merci à Jean-Marc Barqui qui nous fait le plaisir d'être là pour témoigner de son expérience d'entrepreneur, de dirigeant d'entreprise qui a rebondi à de multiples occasions. Et je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Jean-Marc. Donc Jean-Marc, tu es président, cofondateur de l'entreprise Siloc et donc tu vas nous partager ton expérience de chef d'entreprise et sur les multiples rebonds que tu as connus et connais encore. Jean-Marc, c'est à toi. Merci Véronique, bonjour à tous. J'ai une petite émotion parce que je retrouve un vieux copain qui s'est connecté. Christophe, salut. Effectivement, le rebond, c'est quelque chose, quand Isabelle m'a parlé de ça il y a quelques années, forcément les rebondisseurs, on est tous rebondisseurs. Ça commence à l'école, après ça continue dans la vie professionnelle. Et puis ça continue au-delà. Je pense qu'on rebondit en permanence parce qu'il y a personne qui a une vie linéaire et qui peut dire qu'il n'y a jamais d'incident, il n'y a jamais de souci. Alors, puisque je suis là pour parler de mon histoire, le premier rebond, il a démarré quand j'étais effectivement à l'école. Et donc, c'est un des projets que j'ai dans ma vie, c'est probablement quand j'aurai passé la main sur Siloc, si un jour je la passe, j'espère en tout cas que je la passerai un jour, c'est de pouvoir travailler sur ce problème de l'éducation. C'est-à-dire que quand des enfants sont pas forcément câblés comme les autres, pas le même cerveau. Moi, j'avais à la fois de la chance et pas de chance. J'avais un cerveau qui était particulièrement bien fait. J'étais gaucher, donc en 72, en dehors des grandes villes, la gaucherie était considérée comme un handicap, et en tout cas quelque chose de mauvais. Et donc, il fallait mettre les gens dans des cases, comme on adore faire dans ce fichu pays. Et moi, on m'a classé dans la catégorie des handicapés potentiels. Donc, soit j'écrivais de la main droite, soit j'étais handicapé. Quand vous entendez ça quand vous avez 8 ans, forcément, vous descendez, vous mettez sous les radars et vous vous débrouillez pour qu'on vous voit pas. Moi, on m'a pas vu, c'était très bien. Et ça m'a permis de faire des brillantes études, c'est-à-dire de pas en faire du tout. Donc, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose. Ce que je dis là, c'est que j'invite tous ceux qui nous écoutent et je le dis publiquement, systématiquement, à ne jamais mettre quelqu'un dans une case. Jamais, jamais, jamais. Je pense que la première capacité pour rebondir, c'est de croire en sa personne, connaître ses qualités et connaître ses défauts. Alors, c'est pas toujours facile. Avoir un effet miroir permanent. Donc, c'est avec son entourage, c'est essayer d'être à l'écoute. Mais, je pense que quelque part, ça peut en tout cas aider. Maintenant, on n'est pas à l'abri de tomber sur des individus en face de soi qui vont nous mettre en difficulté. Ce qui m'a sauvé, c'est l'équitation, c'est le cheval, c'est le rapport à l'animal, c'est-à-dire de pouvoir avoir mon environnement et pas être enquiquiné par qui que ce soit, parce que quand vous êtes à cheval, quand vous montez sur votre cheval ou sur votre jument, vous êtes deux. Vous avez peut-être un prof qui vous demande de faire des choses, mais la réalité, c'est que l'interaction, elle est entre l'homme et le cheval. Quand de logique, de travail, et qui m'a permis d'avancer. Donc ça, plus le sport derrière, c'est-à-dire que l'équitation comme loisir, puis après l'équitation comme sport à haut niveau amateur. Quand vous faites les France, forcément, c'est plus du tout la même chose que de faire une balade dans un manège ou
une forêt. Et donc, ça oblige, de par la discipline que je pratiquais, qui est le concours complet, d'avoir plusieurs segmentations, une obligation de savoir faire du dressage, donc d'être très posé, très réfléchi et très organisé, de pouvoir être bon aussi pour aller se balader dans la forêt, pour aller sauter les obstacles durs. Donc ça veut dire avec une prise de risque 10 fois plus importante, voire 100 fois plus importante, et une risque pour sa santé. Donc ça veut dire une obligation d'être rigoureux dans la préparation. Et puis après, la dernière épreuve, qui normalement devait se passer plutôt bien, mais par excès de confiance, 9 fois sur 10, on faisait des fautes. Donc c'est ça qui est important, c'est de jamais laisser les choses au hasard, et quand on tombe, essayer de comprendre pourquoi on tombe. Les erreurs, on en a une, où on a failli planter la boîte une première fois dans les années 2007-2008, après la crise financière. Elle n'était pas de notre fait, mais on a réussi à retomber sur nos pieds parce que on avait réussi à anticiper et à détecter des signaux faibles. Et donc, je dirais deux choses. Je dirais que, tomber, ça arrive, et ça arrive plusieurs fois. Mais en même temps, on peut limiter la chute quand on écoute ce qui se passe avant, parce qu'il y a toujours des signes avant-coureurs. Il y a souvent des signes avant-coureurs qu'on ne voit jamais. C'est ce que j'appelle, moi, les signaux faibles. Et en 2007-2008, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais avant la crise financière, j'avais dit aux équipes au mois de mars de l'année d'avant, on stoppe tous les CDD. Et je ne peux pas expliquer pourquoi. J'ai aucune espèce de raison. Et j'ai dit, on descend la voilure, on réduit les coûts au maximum et on stoppe tous les investissements. Bon. Après, il y a eu 2017, qui était un coup dur supplémentaire parce que j'ai été lâché par notre associé historique, qui nous a fait un coup tordu, sans nous en parler. Et là, effectivement, c'est la tête qui a lâché. C'est-à-dire que j'ai pris ça pour une trahison et ça m'a entraîné dans des erreurs stratégiques, parce que j'ai voulu rattraper les choses trop rapidement, et en fait, je me suis planté. Et là, à un moment donné, il faut avoir des gens autour de soi qui nous empêchent de tomber. Et là, j'ai eu de la chance. On avait un expert comptable qui était très rigoureux et virulent également, et qui m'a dit, si tu bouges pas et si tu n'écoutes pas ce que je te dis, je signe pas les comptes. Donc, toutes ces petites choses, donc c'est des coups, c'est des uppercuts qu'on ramasse, et ces coups-là, il faut accepter qu'ils vous arrivent dans la figure. Et là, j'ai dit, de toute façon, j'ai pas le choix. Il m'a montré la photo, il m'a dit, si tu continues dans 3 mois ou dans 6 mois, c'est dépôt de bilan ou c'est ERJ, donc c'est ça que tu veux. Et donc voilà, il a fallu licencier du personnel, changer l'organisation de la boîte, et donc c'est des révolutions dans la tête d'un entrepreneur. Un entrepreneur, il n'est pas là pour licencier les gens. Donc, en plus, moi, dans ma tête, la boîte faisait que de la croissance, donc forcément, on ne ferait que embaucher et on licencierait jamais. Eh ben oui, c'est pas comme ça. La vie, elle n'est pas toujours linéaire, et donc ça fait partie des éléments qui m'ont guidé. Et puis après ça, c'est accepter aussi de réouvrir les espaces dans l'entreprise, et en particulier pour faire rentrer des gens qui pensent pas comme nous. Donc, en particulier, j'ai fait rentrer deux personnes à temps partagé, un directeur commercial à temps partagé et un directeur technique à temps partagé. Et dans les phases d'investissement, l'avantage d'être autodidacte, c'est qu'on a les chakras ouverts à 400%. Le désavantage, c'est qu'on n'a pas dans la boîte à outils tous les outils nécessaires, notamment dans les phases d'investissement matériel, on n'a pas forcément tous les outils qui nous permettent de ne pas se tromper dans les choix des investissements. Donc, on avait fait quelques erreurs en 2005, parce qu'on a mal évalué le matériel qu'on achetait. Et cette fois-ci, puisqu'on est en 2022 et qu'on a toute une phase d'investissement lancée depuis 2020, donc là on est en plein dedans depuis le début de l'année, parce qu'avec le Covid ça a pris un peu de retard, on a fait rentrer une directrice technique à temps partagé qui nous a fait fonctionner en mode projet, qui nous a obligés à regarder les choses sur avec un autre prisme, et je vous garantis que le choc a été violent pour tout le monde. Avec le recul, alors qu'elle était très décriée, forcément, parce qu'elle arrivait, elle changeait tout, aujourd'hui, où elle a fini sa mission, ils nous disent, quand même, Aude, c'était quand même super qu'elle soit présente. Et donc, tous ces petits trucs, à un moment donné, s'accumulent. Il faut accepter, d'abord, il faut accepter de se tromper. Premier point. Accepter de se faire engueuler par des collaborateurs. Accepter de ne pas avoir raison tout le temps. Ça fait partie de la vie. Et puis, accepter d'écouter surtout. C'est vrai. Alors, il se trouve que moi, par-dessus le marché, je suis obligé d'écouter 2 fois plus parce que j'ai 2 appareils auditifs que vous ne voyez pas, et je suis sourd. Donc j'ai une double obligation. Et parfois, je comprends mal quand on me parle. Et puis en plus, j'ai un autre souci caractéristique qui est lié à l'autisme en général, enfin
au trouble autistique, puisqu'aujourd'hui je l'assume. Je considère que je suis un autiste, une forme d'autisme, sauf que ça s'exprimait pas à l'époque. Et donc, mon niveau de concentration, plus de 30 minutes, c'est compliqué. Donc, en général, j'ai 15 fenêtres ouvertes en même temps dans le cerveau. Et donc, j'écoute quelqu'un, puis en même temps, je suis déjà en train de penser à autre chose. Donc, c'est plus compliqué quand je suis devant vous, parce que là, pour le coup, j'ai tout un laïus, ou en tout cas une logique à dérouler, qui fait que je suis plutôt assez à l'aise, parce que tout ça, je l'ai préparé. On l'a préparé avec Véronique, on l'a préparé avec Isabelle, avec Claire. Donc mon modèle, j'ai pas des notes. J'ai effectivement quelques papiers qui se baladent, mais je vous regarde, donc j'ai pas les yeux rivés sur quoi que ce soit. Les choses sont claires et le déroulé il est clair. Donc le fait de savoir que vous n'êtes pas concentré tout le temps, il faut l'expliquer aux équipes. Il faut expliquer que de temps en temps, vous êtes dans une réunion, puis que vous êtes en train de regarder votre téléphone, mais qu'en même temps, vous les écoutez. Donc, en fait, il faut rebondir, de dire, ouais, non, mais j'ai vu ce que tu as dit là, et je sais que tu as raconté ça. Et je leur dis, même si je suis sur mon téléphone, vous inquiétez pas, je suis quand même pas complètement absent. Parfois, je décroche, ça m'arrive. Et ils me piègent, on sait. Ils me disent, t'étais parti très, très loin. Bah oui, parce que et de faire en sorte de pouvoir Oui, avancer de Jean-Marc, ce côté-là. excusez-moi, je me permets de rebondir. En fait, on vous a perdu quelques minutes. Le son était coupé. Je suis désolée. Ah bon? Oui, je pense qu'il y a un petit souci de connexion de votre côté. Donc, si c'est juste possible de reprendre Ah, vos alors attendez, dernières bougez pas. phrases. S'il y a un problème de connexion, je vais changer de connexion. Alors, bougez pas, je vais changer de connexion. Quittez pas une seconde. À quel moment vous vous êtes arrêté? Quelqu'un est capable de me dire? Quand tu expliquais que même quand tu étais sur ton portable en réunion, tu rassurais tes collaborateurs pour leur dire Vous que êtes tu étais toujours bien là avec ou eux. je suis toujours là ou non? L'image est figée. Est-ce que vous m'entendez? Allô, Oui, allô? on t'entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Parfait, c'est on bon. m'entend. Est-ce que quelqu'un peut me dire où vous êtes, où je me suis arrêté Donc, au moment en où prenant vous la parole parliez, directement? que quand vous étiez en réunion, vous Ok, donc gardiez le téléphone, ce que etc. j'explique, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc quand j'expliquais, donc désolé pour cette coupure, je sais pas ce qui s'est passé. Quand je suis en réunion, ça m'arrive d'être dispersé parce que le fait d'avoir un problème d'attention, c'est pas toujours facile à gérer. Il faut juste l'intégrer. Et de temps en temps, quand je décroche, je peux rebondir sur ce qui se passe dans la salle, mais il y a des moments où je suis complètement parti. Et mes collaborateurs le voient. Ils me disent, t'es parti très loin, t'es plus avec nous, etc. Donc, dans ces cas-là, ils me ramènent dans la maison et à ce moment-là, je raccroche les wagons. C'est pas grave. C'est-à-dire, je vais pas changer mon cerveau maintenant et je vais pas changer ma manière de fonctionner maintenant. Mon intelligence, elle est ce qu'elle est. Ce trouble de l'attention, il est permanent, il est réel. En vieillissant, ça s'améliore pas. Alors, je le disais pas quand j'avais 20 ans, parce que forcément, vous prenez du boulot, vous n'arrivez pas chez les gens en disant j'ai un trouble de l'attention, je suis dispersé, j'ouvre 15 boîtes à la fois. Les gens, ils vous prennent pour un fou. Mais à un moment donné, il faut le dire. Il faut dire que j'ai fait du sport, que j'ai fait du théâtre, que j'ai fait du cinéma, que j'ai fait tout un tas de trucs. Donc aujourd'hui, quand les gens viennent dans la boîte, ben, ils voient un peu toutes les vies que j'ai eues. C'est pas très grave non plus. C'est une forme de transparence. C'est pas du voyeurisme. Parce que si vous allez sur mon compte Facebook, par exemple, vous ne verrez rien sur ma vie privée. À part quelques photos que mes enfants ont dû glisser, mais je contrôle pas leur compte, donc c'est difficile. Sinon, vous ne saurez rien sur ce que je suis. Sur LinkedIn, c'est la même chose. Il y a des choses que je partage qui sont partageables. Le reste, ça me concerne. Mais mes collaborateurs, dans l'environnement de l'entreprise, eh ben, de temps en temps, il y a des choses qui transpirent. C'est logique. Si vous perdez un proche, si vous êtes malade, si vous pouvez pas venir au bureau pour X raisons, il a fallu parler pendant le Covid, par exemple. Typiquement, le Covid, c'est pour moi une période de rebond permanente. Il a fallu rebondir en permanence, faire rebondir les gens aussi, qui perdaient confiance, qui perdaient leur équilibre, qui perdaient leur envie de venir quelque part, qui avaient envie de changer de vie.
Là, on a une collaboratrice, elle m'annonce il y a 1 an et demi, Jean-Marc, je pars, je quitte le nord de la France, je vais à Alès. C'est ma responsable de labo. Bah, quand on vous balance ça dans la figure, faut tourner plein pot et rapidement savoir où vous allez aller, parce que en fait, c'est le cœur et le cerveau de l'entreprise qui s'en vont. Donc là, elle m'a dit, ouais, mais j'ai aussi envie de rester dans l'entreprise. Alors là, faut ouvrir les oreilles à fond. Et elle me dit, je ferais bien du commerce dans le sud de la France. Effectivement, on n'a pas de commercial dans le sud. Est-ce que le sud est stratégique? Non. Est-ce que la région lyonnaise est stratégique? Oui. Bah, peut-être qu'elle peut de temps en temps en allant. Donc on a réfléchi et on a construit un modèle. Et on a rebondi. C'est-à-dire que d'un truc qui devait nous emmener vers une forme d'échec, non seulement on a rebondi avec Alison, qui va faire du commerce dans le sud, mais en plus, on a rebondi en faisant revenir une stagiaire qu'on avait qui était géniale au labo, qui entre-temps a fait un master, qui bossait dans le monde de l'automobile, etc., et qui est revenu chez nous pour faire de la chimie. Bon, bah nickel. On a reconstruit une équipe avec a priori quelque chose qui devait être un chaos total, mais comme on a confiance en nous, comme on a eu envie d'avancer, on est avancé dans le même sens. Par contre, il faut accepter de se heurter au blocage autour. Madaf m'a dit, ouais, mais non, ça va pas le faire. Je connais Alison, elle a un tempérament un peu comme ça, dispersé, nanana. Oui, et alors? Moi aussi, je suis dispersé. Ça fait 25 ans que je suis dispersé, 30 ans que je suis dispersé. Bah, on fera avec. Voilà, on fera avec ses qualités. On va pas mettre ses défauts en haut de la pyramide. On va pas dire, elle arrive tous les jours en retard de 5 minutes. On s'en fout. C'est ça Alors, aussi. Il faut accepter de. cet exemple est fort intéressant. Ce que ça montre finalement, c'est que le rebond ne fait pas forcément référence à une liquidation. Non, ce que je dis depuis le départ, et c'est pour ça que j'ai pas voulu parler de ce mot, parce que c'est un mot qui est tabou chez l'entreprise et qui, moi, je l'ai connu pas directement, je l'ai connu indirectement avec une boîte familiale que connaît Christophe, hein, qui s'appelle des Papeteries du Perche, que Barkey Agency avait racheté et qui s'est cassé la gueule. Et à un moment donné, il a fallu prendre une décision, parce que sinon, ça emmenait tout le monde dans le marasme. Et donc, c'est sûr, prendre une décision de RJ, dépôt ou liquidation, ben c'est une forme d'amputation, mais à un moment donné, il vaut mieux ça que mourir. Donc ça, c'est un aspect du rebond. Et on dit toujours, un chef d'entreprise, il est tombé, il est en situation d'échec. Il n'y a qu'en France qu'on dit ça. Il n'y a qu'en France, même en Italie, on dit pas ça. En Espagne, on dit pas ça. En Portugal, on dit pas ça. En Allemagne, on dit pas ça. En Afrique du Sud, on dit pas ça. Mais nous, on a l'ENA, on a Sciences Po, on a les écoles, on a tous ces machins-là. Moi, j'en ai rien à fiche. Je ne vais pas vous développer à 58 ans bientôt toutes les écoles que j'ai faites à partir de l'âge de 38 ans et tous les bagages intellectuels que j'ai emmagasinés. On n'en a rien à fiche. Ça n'a aucun intérêt. On s'en fout. Tu as fait un master, un DEA, une thèse, un truc, on s'en cogne. Ce qui est intéressant, c'est si tu la partages avec d'autres. Ça, effectivement, je suis d'accord, si on partage des choses, si on ramène, si je dis que j'ai fait de la théologie, que ça m'a passionné, que ça m'a aidé à diriger l'entreprise, parce que du coup, ça m'a permis de comprendre les cultures diverses et variées, bon, ça a un intérêt. Maintenant, savoir dans quelle université j'étais, dans quel machin, avec quel diplôme, on s'en fiche, quoi. C'est pas ça. Donc, le vrai sujet, c'est qu'en France, on est en silo, on raisonne en silo, et qu'il faut accepter de raisonner en 360 degrés permanent. Devant, derrière. Dans certaines organisations, en général, on dit que son ennemi, il est derrière soi, il n'est pas devant soi. Et en général, on nous colle un miroir devant le nez. Ceux qui savent de quoi je parle comprendront tout de suite, mais je suis pas là pour faire l'apologie de ou l'éloge de ces organisations. Je dis juste que quand on se retourne et qu'on voit sa tête en face de soi, en disant, ton ennemi, il est derrière toi. Oui, notre ennemi, c'est nous, bien évidemment. C'est la personne elle-même, son propre ennemi. Parce que finalement, quand on dit on a un ressenti, je ressens qu'il m'aime pas, ou j'entends les cafés du commerce à droite à gauche, ou machin a dit des horreurs sur moi. Mais ça aussi, ok, t'étais sur place, t'as entendu? Non. Alors tu vas voir la personne, tu lui dis est-ce qu'on peut se parler tous les deux? Tu te mets dans un machin, tu prends un café, etc. En fait, le rebond, il est dans la vie à chaque instant. On peut rebondir pour n'importe quoi. Est-ce que finalement, si je veux, Véronique, excuse-moi, si je veux caricaturer le trait, je sors de mon bureau et je trébuche.
faut que je rebondisse. Faut que je réagisse en instantané. Ok, je vais descendre en catastrophe, ouvrir parce qu'il y a le postier qui vient ici. Je manque de me casser la figure dans mes escaliers. Ça, vous savez que j'ai des escaliers à monter. Bon, c'est une forme de rebond. Donc, il faut juste accepter qu'on n'est pas parfait. Accepter que si les gens vous critiquent, moi, j'ai aucun problème pour être critiqué. Il faut juste m'apporter quelques solutions derrière. Si c'est pour faire un constat, comme le font souvent comment on appelle ça, les auditeurs ou les experts ou tous ces gens-là qui viennent dans les boîtes et qui nous font tout un tas de trucs. Mais en fait, ils font un constat. Et ils nous disent, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, faucon. Ok, c'est quoi la solution, bonhomme? Monsieur, madame, c'est quoi la solution? Ouais, Jean-Marc, le labo, c'est toujours le bazar, on a 500 demandes, on s'en sort pas, nanana, les commerciaux font n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on met en place comme solution? Non, parce que si je vais les engueuler, ça sert à rien. C'est quoi? Vous proposez quoi, là? Le marché demande ça. On fait quoi? Comment on s'organise? Ah bon, on veut les volumes. Ah déjà, ok, vous voulez les volumes. Donc en fait, vous voulez plus faire de la recherche et développement pendant 3 semaines pour 1 tonne par an. Ça d'accord, ok, c'est un curseur. C'est un morceau de l'histoire. Et puis petit à petit, on prend un entonnoir et puis tac, 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 on descend. Vol de l'aigle, pas de la tortue. Ou tout l'inverse, vol de l'aigle et pas de la tortue. Et c'est ça la mécanique. Et le rebond, c'est ça. C'est le vol de l'aigle et pas de la tortue. Si on veut rebondir, il faut s'élever. Plus on tombe, plus il faut aller haut après, pour regarder ce qui se passe. Une boîte se casse la gueule, bah faut l'environnement. Est-ce que Si j'ai répondu. Oui, tout à fait, merci Jean-Marc. Est-ce que finalement tout dirigeant n'aurait pas intérêt à développer cette capacité à rebondir? Je peux être que d'accord avec Jean-Marc, comme Jean-Marc l'a signalé à la toute création de l'association, quand on l'a fait en parallèle de nos entreprises. Le premier point, c'était mais qu'est-ce que c'est que cette vision de l'échec qu'on a chez nous, alors qu'on aime notre pays, on est très chauvin. Pourquoi on parle d'échec alors qu'on s'en fiche en fait? Ce qui est le plus important, c'est le rebond. L'échec, tout le monde y a droit. Enfin, je reprends un exemple, Jean-Marc, tu le disais, mais celui qu'on dit souvent, quand on est tous enfants, on tombe. En tout cas, lève-toi et marche, c'est pas arrivé depuis des années. En règle générale, on tombe tous et après, on doit rebondir pour marcher. Enfin, aux dernières nouvelles, c'est pas arrivé depuis longtemps. C'est la base. Il n'y a pas un entrepreneur, et surtout dans ce métier-là, que je compare très souvent à un sportif de haut niveau, c'est pas qu'une vision marketing, c'est réel. Je suis persuadée que l'entraîneur de Teddy Riner, à l'âge de ses 11 ans, lui a jamais dit tu vas gagner tous les combats. Impossible. Impossible. Ça n'existe pas. Un entrepreneur, c'est de toute façon surtout une personne qui crée de zéro. C'est un testeur, c'est un bâtisseur. Et c'est souvent un bâtisseur d'une page blanche, c'est un bâtisseur de concepts. Réussir du premier coup, ça n'existe pas. Et toutes les grandes créations, les grandes découvertes qu'on a eues, quel que soit le sujet, est venue de multitudes d'échecs au préalable. Donc c'est un non-sujet au final. C'est juste et vraiment je rejoins ce que dit Jean-Marc et on est totalement en phase depuis 4 ans, depuis la création. C'est qu'une question d'ego, c'est qu'une question de posture. Parce que la réalité, allez, c'est un fait. Ça ne devrait même pas être un sujet. C'est pour ça que le sujet de l'échec n'existe pas chez les rebondisseurs, on s'en fout. Ça, tout le monde y a le droit. C'est le sujet du rebond. Là est la valeur économique majeure. Que ce soit un rebond parce qu'on a fait un pivot total de modèle économique, je rappelle que ça veut dire qu'on a échoué à ce qu'on pensait faire. Ça, c'est un rebond. Que ce soit un rebond parce qu'on a dû faire anticiper un mandat ad hoc, une conciliation, que ce soit un rebond parce qu'on a dû mettre en place d'autres systèmes, on a dû malheureusement se séparer d'une équipe, mais il nous reste encore une partie. Tout ça, ce sont juste des techniques différentes et des options différentes. Mais le cœur du rebond est exactement le même. Jean-Marc, est-ce qu'il y a des... Ouais. Vas-y, Véronique. Est-ce qu'il y a, Jean-Marc, des actions que chaque dirigeant d'entreprise peut mettre en place justement pour développer cette capacité de rebond? Je pense que c'est la première chose, c'est une capacité d'écoute. Je pense qu'il faut développer ça. Il faut accepter. D'abord, on n'en parle pas suffisamment parce qu'en fait, on parle souvent des collaborateurs, mais moi, je considère, et j'ai toujours dit dans l'usine, que j'étais un membre de l'équipe. Donc, à la limite, je veux bien prendre le brassard de capitaine, parce je l'ai, donc ça, je l'assume. Mais sur le terrain, tout le monde court dans la même direction. Okay, et tout le monde a une fonction diverse ou variée.
moi, j'ai plein de casquettes, mais ces casquettes-là, elles doivent être assumées. C'est-à-dire que si je les ai pas, si je les assume pas, ben, il y a un moment donné, ils ont le droit de venir me dire, ben, écoute, on t'attendait là, tu devais venir tel jour, et puis t'es pas venu, puis nous, la réunion, on a eu lieu, puis on n'a pas eu de tes nouvelles. Bon, ça, c'est jamais arrivé, mais par contre, il m'est arrivé de devoir être sur le site, de ne pas pouvoir venir pour X raisons. Problème de train, problème de transport, maladie, ou j'en sais rien. Et de pas prévenir juste à temps, mais quand même de rester connecté en disant, écoutez, voilà, la situation est ce qu'elle est. Covid, ça a été un sujet. Et de dire, bah, écoutez, il y a des moyens, etc. Donc, OK, merci d'être venus tous à l'usine. Et puis moi, je fais à distance, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Mais en même temps, je suis avec vous. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, fonctionner peut-être dans un modèle. Quand on a créé l'usine, on a raisonné. Moi, j'avais pas de formation, hein, donc il a fallu que je me débrouille autrement. Euh, et aujourd'hui, j'ai dit, je vois, il faut mettre en place des indicateurs effectivement pour rester connecté à la réalité et à suivre. Ça, c'est Michael qui a lâché un message, donc je répondrai tout à l'heure. Il vient de s'afficher, donc c'est pour ça que je me suis interrompu. Ça aussi, c'est trouble de l'attention. Le triangle qui fait que la pyramide, c'est chef, sous-chef, sous-sous-chef. Donc moi, j'ai appris comme ça au départ, bêtement, en regardant, on m'a dit, il faut un chef, il faut un sous-chef, il faut un responsable de site, etc. Ça, c'était bien jusqu'en 2005. En 2005, j'ai failli tout perdre pour ces raisons-là. Parce que justement, il m'avait gentiment, petit à petit, déconnecté de la base. En me disant, tu peux pas intervenir parce que sinon, moi, je perds ma légitimité, mon autorité, mon machin, mon truc, problème d'ego, enfin, des machins qui servent à rien. Et donc, en 2005, et je le pense sincèrement, ceux qui me connaissent savent que je suis pas très protocolaire, je prends pas de cravate, je prends pas mes décors, je m'en fous, quoi. C'est pas de sujet aujourd'hui. Et je pense que quelque part, on devrait beaucoup être comme ça. Et donc, à partir de 2005, j'ai dit plus jamais, comme ça s'est vraiment très très mal terminé cette histoire, ça s'est fini au pénal, j'ai dit plus jamais, je fais ça, on va créer ce que j'ai baptisé le tabouret. Alors, qu'est-ce que c'est que le tabouret? Pour ceux qui vont me répondre, un tabouret à 4 pieds, je leur réponds non. Un tabouret à 4 pieds, c'est une siège avec dont on a coupé le dossier. Un tabouret, c'est 3 pieds. Okay. Pourquoi 3? Parce que j'aime 3, 5, 7, j'aime les nombres impairs, et surtout, ça permet de ne pas avoir de confrontation 2 à 2, 3 à 3 ou 4 à 4. Donc, à un moment donné, ça oblige à un consensus et ça oblige à s'écouter. Donc, ça veut dire que c'est le laboratoire avec la production et les achats, par exemple, ou le commerce, la production et le laboratoire, ou je sais pas quoi. Et en fait, j'ai 7 piliers dans la société, et j'en prends 3 sur 7 à chaque fois. Donc, c'est des arrangements, pour ceux qui aiment les maths, c'est A, 7, 3. Voilà. Donc, je ne vais pas vous la développer, factoriel 7 sur factoriel 3, mais parce que j'aime les maths, c'est mon dada, c'est le seul truc qui m'a sauvé, les maths et l'anglais. Quand j'étais petit, je comptais à 3, 4 chiffres à l'âge de 6 ans. Ça rendait les gens dingues, ils comprenaient pas pourquoi je comptais comme ça. Bref, et ça permet de garder les atouts sur ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Le tabouret, je pense que ça, je l'ai pas déposé là, non, mais la stratégie, elle existe. Hein. C'est de mettre des gens qui sont différents autour d'une table et sur un projet. Dans le tabouret, il faut qu'il y ait quand même pas un leader, mais quelqu'un qui porte le projet. Donc, moi, si j'arrive en disant, voilà, les enfants, on a des investissements à faire, j'ai besoin de la prod et j'ai besoin des achats, pas du commerce. Et puis tout le monde est autour de la table, donc moi j'amène le dossier, mais derrière, la parole, elle est unitaire et égale pour tout le monde. C'est-à-dire que chacun dit quelque chose, ils ne sont pas là pour valider ce que je raconte, ils sont là juste pour écouter, et on dit, ah non, je suis pas d'accord, tu veux nous mettre un mélangeur de 10 tonnes, mais on fait pas des batchs de 10 tonnes aujourd'hui. Donc ça, ton truc, il est bien, mais en fait, il sera mélangé qu'à 5 tonnes en permanence. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Il m'a dit, oui, mais dans 3-4 ans, on va faire ça. Oui, 3-4 ans, c'est long. On ne sait pas comment on va faire au niveau du business model. Nous, au commerce, on ne suit pas. Et donc, ça, je suis obligé de l'entendre. Soit je sens une frilosité et une opposition négative, et à ce moment-là, j'essaye de trouver d'autres solutions pour parler. Soit tout a du sens, et donc l'esprit critique prend le dessus, et je mets mon ego dans ma poche, et je dis, vous avez raison, j'avais pas vu ça sous cet angle, et donc on y va comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Ce tabouret, un codir. Alors moi, dans les PME, je ne fais pas de différence entre un codir, un comité strat ou un un conseil d'administration. Pour moi, ça se mélange beaucoup. Sauf que au départ, on est
8 ou 9 dans un comité stratégique, on va l'appeler comme ça, ou comité de direction. Et puis, si je dirais, il y a des pièces qui s'enlèvent quand il y a des sujets qui sont un peu plus fermés, quoi. Mais en l'occurrence, chez nous, il n'y a pas beaucoup de différence entre le comité strat, le comité de direction et le conseil d'administration. À la limite, le seul truc, c'est que pour le CA, on enlève toute la partie prod enfin, on garde vraiment la DAF, mon frère qui est enfin les actionnaires, qui lui aussi s'occupe du commerce maintenant chez Siloc, qui m'a donné un coup de main. Il est rentré il y a un an, à peu près un an et demi, une journée par mois, une journée par semaine ou une journée et demie par semaine, plus le suivi général. Et puis quelques responsables les anciens de la boîte qui connaissent bien la structure et notamment sur l'organisation au niveau des achats et tout ça. Donc, en fait, ça dépend des circonstances. Il y a des CA qui sont faits qu'à 3 et puis il y a des CA qui sont faits à 5. En fait, je crois que là aussi, il faut avoir une agilité. Moi, ce que je pense, c'est que il faut rien figer. C'est-à-dire qu'il faut être en permanence en mode agile. Je veux dire, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. Il paraît que j'ai annoncé au mois de janvier que je réfléchissais à des primes. Bon, il y en a un dans l'atelier qui a décrété que la prime que j'annonçais ou que je subodorais, c'était pour avant les vacances. Je sais pas d'où il a tiré ça, mais il a fait tourner le truc dans la boutique. Donc, il a déboulé chez la DAF ce matin en disant, au fait, allez-vous la prime on aura bien une prime en juin. Alors, écoute, j'ai pas d'instruction, donc Jean-Marc est pas là, il revient dans 15 jours parce qu'il est en vacances. Enfin, il part en vacances demain matin, donc s'il y avait quelque chose, j'aurais l'info. Bon, la réalité, c'est que la prime en question, ils l'auront au mois de septembre, parce qu'on clôture à fin septembre, et si je vois que les choses sont plutôt positives, ils l'auront avant la clôture du bilan. Voilà, c'est ça la réalité. Mais il y a ce que les gens veulent entendre, et il y a la réalité. Comment? Merci pour ces premiers éléments. Isabelle, est-ce que tu vois des actions concrètes pour que le dirigeant puisse développer sa résilience et développer sa capacité de rebond? Oui, mais il y en a plusieurs, mais qu'on met tous qu'on essaye tous de mettre en place. Il y en a différentes manières. Il y en a des extérieurs, il y en a des internes. Et la première chose qui est la plus importante, je reprendrai un mot qu'a dit Jean-Marc au tout début de ce webinaire, qui est, je pense, le plus important, c'est de se regarder dans un miroir. C'est-à-dire que la première action à faire, c'est de regarder les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas forcément mort d'homme. Il y a juste des actions à prendre et à faire. Donc, laisser, si possible, la chose la plus difficile, je pense, qui est un peu l'ego, de côté, et regarder les choses de façon très factuelle pour réussir son rebond. Donc ça, pour moi, c'est la première chose à faire, qui ne concerne qu'un d'entre nous, voilà, un effet miroir. Et l'autre chose, ça va permettre quoi? Ça va permettre, en fait, de regarder, d'écouter ce qu'il y a autour de nous sur un écosystème. C'est-à-dire de ne pas être seul dans son coin. Qu'on parle de personnel, qu'on parle de professionnel, la solitude, ça n'a jamais apporté des grandes solutions. Et c'est là pourquoi je reviens souvent sur le mot de l'ego, parce que c'est souvent ce qui bloque. Et les solutions, en fait, il y en a plein. Évidemment, c'est d'adhérer au rebondisseur français. Je serais folle de ne pas vous le dire, mais c'est pour ça qu'on l'a créé. Pourquoi? Parce qu'on est tous que des entrepreneurs. 100% d'entrepreneurs et plus de 1000 aujourd'hui sur toute la France qui partageons les mêmes convictions, qui voulons faire du rebond une force économique très, très forte dans notre pays, et je pense qu'on va en avoir besoin, et qui du coup, échangent les bonnes pratiques et s'entraident à travers toutes les régions de France. Ça, c'est très important, et aussi trouvent des outils pour anticiper les signaux faibles ensemble, comme des avocats gratuits et autres pour les premiers signaux faibles. L'autre chose, dans la vie d'une entreprise, anticiper, c'est aussi pouvoir faire appel à l'ensemble des outils qui existent, juridiques, quand son entreprise, on sent que c'est des failles. Alors, pas au dernier moment, c'est un peu tard, mais anticiper, là encore, regarder les choses comme elles vont. On appelle souvent un mandat ad hoc, on a souvent peur, on se demande est-ce que c'est confidentiel, est-ce que ça va se faire voir. Il faut l'assumer à un moment donné. Et ce n'est pas grave, parce qu'il y a d'énormément, et je pense qu'on pourrait faire un listing un jour de magnifiques rebonds qui ont été faits à la suite d'un mandat ad hoc. Ça a sauvé le rebond, en fait, et ça a permis encore plus de rebondir encore plus loin, ce mandat ad hoc. Donc, on devrait même être fiers, et non pas du tout à chaque fois d'avoir peur d'avoir pris un outil qui existe. L'autre outil autour de nous qui existe, pour ne pas être seul, il y a aussi des fonds. Il y a aussi des fonds financiers. Alors, souvent, c'est un peu le pendant qu'on a tous, nous, chefs d'entreprise, quand ça ne va pas, on a besoin d'argent. On toujours ça. Oui, ce n'est pas faux, mais alors souvent, ça ne va pas pour d'autres raisons en interne. Ce n'est pas que l'argent à chaque fois qui va résoudre le problème, ça serait trop facile. Ça voudrait dire qu'il n'y a que les personnes multimilliardaires qui peuvent monter des entreprises, ce qui n'est pas le cas.
Mais il y a aussi parfois des aides financières. On peut avoir besoin des aides régionales. Je sais que toutes les régions ne sont pas du tout égales en France. La Haute-France est plutôt bien servie. Il y a des aides très importantes. Il y a aussi des fonds d'investissement qui existent et qui aident justement les entreprises dans cette phase, on va dire, intermédiaire. Donc, on a anticipé les signaux faibles, on connaît la solution et là, il nous faut des fonds pour repartir. Il y a des fonds d'investissement qui existent en région Hauts-de-France. Il y a plein de petites aides et aussi, il y a des aides, comment dirais-je, de personnes qui peuvent nous accompagner. Il peut exister des mentors et différents types de personnes qui peuvent vraiment nous accompagner dans ce rebond. La chose la plus importante, qu'elle soit associative, qu'elle soit technique, juridique, qu'elle soit être accompagnée, c'est surtout ne pas rester seul et ne pas se regarder la vérité dans le miroir. C'est-à-dire se dire, oh là là, j'ai honte. Non, vous n'êtes pas la première personne à traverser ça et sûrement pas la dernière. C'est pas grave, ça fait partie. Ça fait partie du cycle. Et ça, je crois qu'on ne le redira jamais assez. Et c'est encore une fois un des fondements pourquoi on a créé cette association en plus de nos entreprises. C'est de dire stop, on fait du gâchis. On fait des gâchis pour des raisons, je ne sais pas, culturelles, de rentrer dans des cases, comme on disait tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'en fait, tous ensemble, on peut tout à fait anticiper les signaux faibles et rebondir ensemble. Et c'est le rebond qui a une valeur incroyable quand on est entrepreneur. Alors, il y a certaines mesures pratiques qu'on peut également mettre en place pour justement développer cette résilience. Vous savez qu'il y a une absence de couverture chômage obligatoire pour les dirigeants d'entreprise. Par contre, l'entrepreneur peut également cumuler un contrat de travail et un mandat social, justement pour bénéficier de la couverture chômage pour le salaire qui est inhérent au contrat de travail. Ça, c'est une bonne pratique à retenir. Il existe aussi des solutions d'assurance chômage que les dirigeants peuvent mettre en place. Harmonie Mutuelle en propose, mais il y a plein d'acteurs qui en proposent également. Sachez également que Pôle emploi propose une allocation pour les travailleurs indépendants. Ça s'appelle l'ATI. Vous pouvez également bénéficier de la portabilité de votre mutuelle pendant 1 an, après avoir potentiellement mis la clé sous la porte. Si vous avez une relation de fournisseur avec un organisme de complémentaire santé, une mutuelle, peut-être que votre mutuelle a un fonds d'action sociale qui peut vous aider pour l'aspect budget et finances. Et vous avez également dans certaines structures la possibilité de faire appel à l'assistance sociale. Là encore, je sais que c'est quelque chose qui est proposé chez Harmonie Mutuelle, mais il y a plein d'entreprises qui peuvent vous fournir ça et c'est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Les assistantes sociales peuvent en toute confidentialité écouter les problématiques, vous aider sur les aspects budget, logement, santé, handicap et vous faire connaître et vous expliquer ce à quoi vous avez droit et vous aider dans les démarches administratives pour pouvoir accéder à ces services. Et enfin, bien évidemment, il y a des réseaux d'accompagnement comme les rebondisseurs français, 60 000 rebonds, Second Souffle, APESA. C'est important de connaître tous ces soutiens-là qui sont faits pour justement amortir le choc. Alors, on va passer maintenant à un point qui est prendre soin de sa santé, parce que c'est aussi essentiel. Les chiffres et les études récentes montrent qu'il y a une corrélation entre la santé de l'entrepreneur et la performance de l'entreprise. Alors, on va voir ce qu'il est possible de faire sur ces points-là. Et en préambule, quelques chiffres. Un dirigeant sur 2 se sent isolé dans sa fonction, avec un sentiment de trop de travail pour 65% d'entre eux et des insomnies qui concernent 43% des dirigeants d'entreprise. Il y a un dirigeant sur 5 aujourd'hui qui est confronté à un burn-out professionnel. Ça, c'est les chiffres de 2019, principalement causés par une exposition chronique au stress et un lien clairement établi avec les troubles du sommeil qui sont révélateurs du risque du burn-out. Troubles de sommeil, puisque en fait les risques de burn-out concernent 3 fois plus les dirigeants qui ont des troubles du sommeil. Donc, il y a un lien clairement établi. Et cette tendance, bien évidemment, à l'épuisement, elle a été accentuée par la crise sanitaire. Alors, Jean-Marc, du côté de la santé et du prendre soin de soi,
Est-ce que tu as des choses à recommander par rapport à la gestion du stress, par rapport au sommeil à préserver? Est-ce que tu as mis en place des choses particulières pour prendre soin de toi? Pardon, excuse-moi. J'avais une coupure et je n'entendais rien du tout. Et je croyais que c'était mon téléphone parce que je suis connecté à ma 4G pour être sûr de ne pas avoir de coupure de... Et du coup, j'ai eu une coupure sur ce que... Oui, s'il te plaît. Et en même temps, moi, je voudrais répondre sur le mandat ad hoc juste avant, c'est pour ça. Oui, bah vas-y, c'est le moment alors. Oui, avant de repartir sur la santé, je voudrais quand même revenir sur le mandat ad hoc. C'était effectivement un super outil. Je regardais en même temps toutes les questions et tous les commentaires. J'en ai profité pour regarder les commentaires qui ont été faits. C'est effectivement un excellent moyen, mais c'est pas forcément la solution. J'explique. Quand on a traversé le désert en 2017, pardon, on m'a effectivement dit qu'il faut aller au mandat ad hoc tout de suite. Et là, j'ai une ribambelle de personnes qui m'ont dit le mandat ad hoc, c'est le truc idéal, etc. Et moi, j'aime bien quand les choses sont un peu trop brutales comme ça ou trop rapides, faire une petite pause, prendre du recul et regarder ce qui se passe. Et là, j'ai posé tous les éléments en place. Parce que le mandat ad hoc, il nous aide aussi à réfléchir. Il gèle, donc ça veut dire ça nous enlève un souci sur les dettes. En tout cas, il les gèle momentanément. Et derrière, on peut se dire, bon, bah là, on a un souci en moins. Et moi, je préfère avoir le souci en moins d'avance. Donc, on a fait ça avec notre expert comptable et finalement, j'ai pas été au mandat ad hoc. Je dis pas que j'aurais pas dû y aller. Peut-être que si j'y avais été, ça serait passé de la même façon. Mais au moins, ça m'a permis de prendre des décisions peut-être plus rapides et plus efficaces que d'avoir un mandat ad hoc qui m'aurait permis de dire, bah, j'ai encore un peu de temps et du coup de perdre du temps. Donc, dans certains cas, je pense que c'est essentiel, mais c'est pas forcément une obligation permanente. Alors, comme avant de prendre une décision sur un truc comme ça, il faut réfléchir et il faut vraiment se poser. Comme il est 12h50 et qu'on a encore un certain nombre de sujets à traiter et qu'on s'est engagé à terminer vers 13h, je vous propose qu'on passe donc à l'aspect santé. Donc la question, Jean-Marc, c'était est-ce que toi, tu as mis des choses particulières en œuvre pour prendre soin de ta santé, de ton sommeil, de ton alimentation, dans ta gestion du stress? Est-ce que tu as développé des routines particulières? Est-ce que tu as une manière particulière de traiter ce sujet-là de la santé? Ok. Alors, moi, j'ai une connexion qui est très bonne, mais toi, je t'entends de moins en moins bien. Mais bon, j'ai compris ta question quand même. Donc, sur la santé, la première chose que j'ai fait, moi, pour pouvoir me préserver, c'est de faire en sorte que les collaborateurs soient préservés. Donc, c'est pas une parole en l'air. C'est-à-dire qu'en fait, si quand vous avez une boîte industrielle, vous savez que vos collaborateurs, ils sont pas dans une situation de paix dans le travail et de santé pérenne avec des risques inhérents, bah, vous n'allez pas dormir du tout parce que là, vous allez avoir plein de problèmes, des arrêts de travail, des soucis, des gens qui vont péter les câbles, etc., etc. Donc, forcément, vous n'allez pas être bien. Donc, quand on a créé la boîte, on a eu la chance de la créer de scratch, hein, donc d'un terrain vague. On a construit les murs, on a construit les machines, et puis on a mis petit à petit une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, etc. Et à chaque fois, on s'est intéressé à la qualité de vie au travail. Donc c'est pas un truc marketing, hein, c'est une réalité. C'est faire en sorte que raisonner comme un feignant, c'est-à-dire faire le moins d'efforts possible pour le meilleur résultat. Le but du jeu, c'est pas faire utiliser des biscottos en permanence. Alors si c'est pour porter une boîte de 15 kilos, bah, très bien. Si c'est pour porter une boîte de 50 kilos, c'est stupide. Donc, le premier truc qu'on avait fait déjà, c'est ça, c'est faire en sorte que les poids portés soient les minimums possibles. Aujourd'hui, on est à 15 kilos en moyenne. Alors, il reste encore un peu de 20 kilos, mais du 25, il n'y en a pas depuis très longtemps, et du 30, il n'y en a plus du tout depuis des lustres. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on a, pour participer au bien-être au travail, et je reviendrai aux dirigeants après, mais je pense pas que ce soit c'est une priorité, mais j'y viendrai d'une autre façon. C'est que on a aujourd'hui un souci en général, c'est qu'on est focalisé sur notre boulot. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert les choses sur le sport, on a mis un potager dans la boîte,
Voilà, il y a un potager dehors. Donc, c'était à l'initiative des salariés, hein. Moi, je dis, voilà, il y a un truc qui existe, il y a une start-up qui existe dans le Nord, elle propose ça, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, au début, ils m'ont rigolé au nez. Aujourd'hui, il y a 20 personnes sur le site. Sur les 20, il y en a 12 qui sont en permanence autour du potager. Donc, je veux dire, c'est pas complètement idiot, mon histoire. Donc, il y en a qui n'y vont pas parce que ça les emmerde, parce qu'ils aiment pas jardiner, ils aiment pas la terre, ils aiment pas ceci, cela. Donc, ça, c'est le premier point. Le sport, c'est pareil. Faire rentrer le sport dans la boutique, c'est un accord avec la Fédé. Et j'ai dit, bah, tiens, si on faisait une matinée de sport. Donc, on a fait venir des tatamis. On s'est renseigné à droite, à gauche, avec les locaux. Et puis, on a fait venir des sportifs de haut niveau. Et puis, on a fait un entraînement de judo. Voilà. Et là-dessus, il y a 2 tiers du personnel qui a joué le jeu. Donc, c'est tous ces trucs-là. Et ça donne ça donne de l'oxygène au cerveau. Et si je reviens au dirigeant, le dirigeant, il est censé se débrouiller tout seul, parce que de toute façon, c'est l'homme le plus seul de l'équipe. Mais si on fait ça, on a un effet miroir qui fait que les gens disent, disons, Jean-Marc, t'es fatigué aujourd'hui. Ouais, ça n'a pas l'air d'être la grande forme. Et donc, il y a un intérêt qui se porte spontanément. Donc, il y a des moments, c'est eux qui m'ouvrent les yeux et me disent, tu sais, tu devrais être reposé un peu, parce que là, t'as pas l'air bien, là. Parce que j'ai voyagé, ou j'ai un jet lag, ou j'en sais rien. Et c'est ça qui est intéressant. C'est cette espèce de communauté. On va dire c'est paternaliste. Rien de paternaliste. C'est l'humanité qui doit fonctionner comme ça. Et moi, je pense que le sujet, et vous, les mutualistes, vous devriez jouer là-dessus, et en tout cas faire un lobby là-dessus. Quand un entrepreneur est président d'une SAS, qu'il est salarié de son entreprise, sous prétexte qu'il est mandataire social, il n'a pas le droit au chômage. Mais je veux dire, mais ça vient d'où ça? On paye les mêmes charges, on paye les mêmes charges que les cadres, on paye des trucs partout. Et si une boîte se casse la gueule, on n'a pas le droit de pointer au chômage. Ça vient d'où, le truc? Donc, quelqu'un qui gagne 10 000 balles par mois dans le privé, ou 7 000, ou 4 000, ou peu importe, une somme astronomique, lui, il va avoir droit à son salaire pendant des palanquets où il a le temps d'aller faire la sieste. Et un dirigeant qui a pris des risques, qui a monté sa société, et qui sait qu'à un moment donné, parce qu'en fait, dans ce qu'on dit, dans le problème du rebond et dans le burn-out, c'est parce qu'il n'y a pas un salarié, il voit que la boîte se casse la gueule, il n'est pas content, mais il sait qu'il a le chômage derrière pendant 36 mois s'il a plus de 50 ans. Nous, si demain on se casse la figure, on n'a rien du tout. Sauf si on a contracté des assurances dans tous les sens, et encore, c'est même pas sûr parce que ça dépend des conditions. Donc il y a quand même un déséquilibre totalement aberrant entre un dirigeant de PME et ça. Et ce lobby, il n'est pas fait. Pourquoi? Parce qu'on dit oui, vous y allez pour les patrons. Mais les mecs, prenez notre place. Nous, quand en 2007-2008, tout le monde m'a tourné le dos, enfin, les gens m'ont dit, ouais, t'as fait des erreurs, nanana, nanana. Mais j'ai dit, voilà les clés. Je vous file les actions, je vous file les titres, je vous donne tout. Maintenant, je vous regarde. J'ai dit, est-ce qu'il y a un volontaire? Il y a 0 volontaire. Bah oui, forcément, hein. Envoyer balader tout le monde, c'est facile. Expliquer pourquoi on perd le match, c'est facile. Mais que le mec qui avait le ballon dans les pieds et qui a pas mis de but, il s'est gouré, c'est un autre sujet. Et c'est pas forcément le capitaine. Donc c'est tout ça aussi qu'il faut arriver à ouvrir. Et c'est pour ça que ce genre de webinaire, c'est aussi intéressant pour pousser ce type de coup de gueule. C'est-à-dire de dire, remettons les choses en perspective. Et un dirigeant qui vient au tribunal et qui a un problème, il a le droit de dire au président du tribunal, dis donc, c'est bien gentil de me juger comme si j'étais le roi des salopards. Mais la réalité, c'est que derrière, il y a du boulot qui a été fait. Je me suis pas enrichi personnellement. Donc c'est cette culpabilité qu'il faut dépasser. Et pour ça, il faut des gens autour qui sortent le système. Et ça permettra d'avoir une meilleure santé. Parce que les infarctus, les burn-out, les AVC, les machins, tout ça, c'est lié au stress. Alors, il y a effectivement, donc, si on travaille pas sur le stress du dirigeant et si on ne lui apporte pas quelque chose, alors effectivement, vous avez peut-être eu un rôle à jouer des assureurs pour dire, bon, ok, l'État le fait pas, ben nous on va le donner. C'est-à-dire que l'assurance qui prend en charge tous les salariés de la boîte pour la mutuelle qui est devenue obligatoire, eh ben pour le dirigeant, on va faire un bonus, on va faire en sorte que le dirigeant il puisse permettre à l'entreprise de perdurer longtemps. Ça serait un truc intelligent, avec un système d'accompagnement, de psychologue, de j'en sais rien, moi, je connais pas les règles du jeu. Il se trouve que je me fais accompagner depuis 20 ans. Donc, j'ai décidé de le faire. Donc, je demande pas à la mutuelle de me payer des séances chez le psy. Mais c'est nécessaire. Il y a ma famille, il y a tout un tas de choses. Mais je vais chez un psy, bien sûr, ça m'arrive. Et heureusement. Et ça devrait être obligatoire. Tous les dirigeants devraient aller voir des psys.
parce que c'est une mécanique obligatoire. C'est pas que c'est obligatoire, c'est que on passe son temps à faire ça. Quand c'est pas les enfants, quand c'est pas soi, quand c'est pas la santé, quand c'est pas les deuils, il y a toute cette machine qui fait qu'on est très sollicité. Et cette ultra sollicitation, surtout depuis 2 ans, le Covid, mais ça a été d'une violence absolue. Alors aujourd'hui, les gens le voient pas arriver, mais ça va venir. Alors, justement, on va se garder un tout petit peu de temps éventuellement s'il y a des questions. Moi, j'ai du temps, j'ai dit que je dépasserais si besoin, donc je n'ai pas de débat sur le sujet. Isabelle, est-ce que il y a, pourquoi en quelques mots, adhérer aux rebondisseurs français? Ah bah ça, c'est il y a une très bonne Jean-Michel, question. juste une pause, il y a un Jean-Michel qui doit partir dans une AG, il a mis 6 ans à remonter la pente, aucun soutien, etc. Félicitations. J'avais pas vu le truc avant. Ah bah Jean-Michel Je suis joignable est un rebondisseur français de la première heure qui Oui, partage je sais, toutes les je l'ai vu, valeurs. Jean-Michel, mais félicitations, je te dis encore une fois, mais je préfère le dire puisqu'on est en plusieurs, donc les gens n'ont peut-être pas vu son poste, mais je trouve il est vraiment bien, quoi. Bonne AG et à très bientôt, et je serai ravi de te retrouver un petit À très vite, Jean-Michel. C'est chouette de libérer la parole, bah, tu vois. À la question que tu posais, Véronique, pourquoi adhérer aux rebondisseurs français? Parce que la parole libérée, comme vient de le faire Jean-Michel là, c'est notre quotidien. C'est-à-dire qu'on n'a plus à se cacher derrière son petit doigt. La première chose, pourquoi adhérer, c'est changer le regard porté en France sur l'échec. C'est-à-dire que nous, on parle plus, on fait, on agit. C'est de rencontrer des gens qui assument, comme Jean-Michel, comme Jean-Marc. Voilà, c'est rencontrer plein de Jean-Marc. Et comme Christophe qui nous écoute et qui a mis aussi un super post là-dessus, et que Christophe que je connais depuis 25 ans, je sais pas combien de temps. Enchanté Christophe. J'ai pas une ça, connexion assez bonne qui me permet de voir les messages en même temps que Visio. J'irai m'acheter une connexion supplémentaire lors de mes différents déplacements. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, rencontrer des pairs comme Jean-Marc, pouvoir échanger, assumer totalement, témoigner, se mettre en avant. Ça, c'est une autre chose qu'on fait chez les rebondisseurs français, parce que si on veut changer le regard, il faut que tous ensemble, on puisse témoigner. Donc, vous voyez beaucoup de témoignages d'adhérents dans la presse. Échanger entre pairs à travers des clubs locaux, parce que c'est bien beau la visio, mais c'est plus sympa de se voir dans différentes régions. Donc ça, c'est très important. Anticiper les signaux faibles avec la mise en place de tous les outils qui existent sur le site web. Des outils, encore une fois, je parlais d'avocats, je parlais d'experts comptables. Toutes ces personnes qui sont là gratuitement pour les rebondisseurs français ou à des tarifs vraiment très limités. C'est ce qu'on a voulu également mettre en place. Participer au changement via différents lobbying sur des sujets très précis. Jean-Marc en a fait une petite liste. On est plus que totalement en phase ensemble là-dessus et il y a encore beaucoup à faire. Et enfin, rejoindre les rebondisseurs français, c'est juste assumer entre entrepreneurs la vraie vie, les up and down, et puis avancer ensemble, en tout cas faire changer les choses du terrain et ne pas attendre que ça vienne du ciel. Merci beaucoup Isabelle. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? C'est votre moment. Alors, côté rebondisseur français, on avait une question pour Jean-Marc. Quand on a la tête dans le guidon, quel est le premier déclic en fait pour anticiper les signaux faibles auxquels il faut faire attention? En fait, il faut pas avoir la tête dans le guidon. C'est-à-dire qu'il faut accepter au départ de dire, je sais pas, moi, quand j'ai créé Silog, j'ai dit, j'aurai un bout de mon temps. Alors moi, j'ai été trop loin, j'ai pris 30%. J'ai dit, je veux 30% de mon temps à m'occuper de Croissance Plus, du MEDEF, des associations locales, des jeunes, des machins, etc. Enfin, tout ce qu'on veut, d'aller dans les écoles. Voilà, j'ai dit, moi, j'ai besoin de ça. Voilà, mon oxygène, c'est 30% de mon temps. C'est bien, c'est pas bien, j'ai pas de débat. Faut garder un espace. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut se réserver un espace. Il faut s'obliger à lever la tête du guidon. Donc, typiquement, il y a un truc très bien pour ça qui s'appelle les clubs APM, l'aide à la performance managériale, qui avait été créé par Pierre Belon. Moi, j'en ai fait partie pendant plusieurs années. C'était très bien. Et ça vous oblige. Vous payez, je crois que c'est 400 € par séance, ou je sais plus, ou c'est 4 000 € par an. Enfin, il y a un montant, je me souviens plus combien c'est, j'en sais rien. Mais vous avez un intervenant et vous êtes en groupe de 10 ou 15, et là, vous avez des gens qui vous emmènent pour faire un échange. C'est une espèce de formation, en fait. L'APM, c'est une formation continue pour les dirigeants et pour leur permettre de prendre l'air et d'échanger entre eux ou ailleurs. L'autre solution,
c'est de parler. Mais pour ça, il faut avoir des gens avec qui échanger. Les signaux faibles, on les voit bien que si on a la tête en dehors du guidon. C'est pas possible de l'avoir quand on a la tête dedans. C'est impossible. Je veux dire, enfin, quand j'étais cavalier, on disait toujours ne jamais se retourner. C'est-à-dire que si tu touches une barre en concours hippique ou même en cross, tu te retournes pas. Parce que si tu te retournes, tu déséquilibres tout, à commencer par ton cheval, et l'obstacle d'après, mais tu t'éclates immédiatement. Tu as zéro chance de le franchir. Donc je regarde devant et je regarde loin devant. C'est-à-dire accepter aussi de pas fonctionner comme ça. Ça, c'est le mal français. Je le dis parce que je le vois à tous les niveaux. C'est le mal de l'administration, c'est le mal de trop de dirigeants parce qu'ils sont pris dans une nasse et ils s'enferment dans cette nasse. Et je pense que c'est votre éducation qui fait ça. C'est pas de votre faute. C'est l'éducation qui nous a emmenés là-dedans. Moi, c'est parce que je suis un révolté du Bounty, quoi. C'est vraiment, ils m'ont foutu dehors de l'école et du coup, il a fallu que je me dépatouille autrement. Mais j'ai été rejeté par le système. Donc, du coup, j'étais en mode survie et je leur ai dit, bah, moi, j'en ai rien à foutre, je vais me démerder autrement. Donc, j'ai été rebelle jusqu'à l'âge de 40 ans, à 38 ans, 37 ans. Et je le suis encore un petit peu, mais pas de la même manière. Je suis de manière constructive. Mais avant, j'envoyais tout balader. Tant pis. Vous voulez pas de moi, mais c'est pas grave, je rentre par la fenêtre ou par la porte ou par ce que vous voulez. Donc, il faut juste accepter de se relever. Et l'autre point, c'est dans les groupes d'entrepreneurs, que ce soit les rebondisseurs en particulier, pouvoir envoyer une bouteille à la mer. Voilà, j'ai un problème, j'ai un souci. Nous, on le fait chez Croissance Plus en permanence. Les gars, je suis dans la merde, je sais pas où aller, j'ai un truc, là, je me pose une question, je sais pas ce que c'est, je cherche quelqu'un, je cherche une solution, je cherche à me réorganiser, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Oh, help, au secours, j'ai bu la tasse, je veux pas me noyer. Voilà. Ça, c'est un système qu'on ne sait pas faire non plus, c'est-à-dire accepter d'aller vers les autres et de montrer ses faiblesses. Parce que, en fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que quand on appelle à l'aide, on est en train de dire il nous manque des cases. Et pour autant, on n'est pas nul. Donc, c'est ça la difficulté. En l'occurrence, je suis avec vous aujourd'hui. Hier, j'ai un projet de vie que j'avais depuis 15 ans pour Skiloc, qui était un super projet génial. Et en fait, le château de cartes, il s'est complètement écroulé. Voilà. Le château de cartes, il s'est écroulé. Pourquoi? Maintenant, il faut réfléchir. C'est effectivement, on a peut-être pas eu complètement de la chance, mais peut-être que j'aurais dû taper dans la fourmilière à un moment donné en disant à notre partenaire, disant, tu te fous de moi. Le temps, il traîne. Ça fait 6 ans qu'on est sur ce truc. Tu te fous de moi, quand. Ouais. Et puis pendant ce temps-là, il y a une petite start-up qui a bossé en Bretagne, qui a gentiment bossé, qui vient de se faire racheter par une boîte du Nord, qui est en plus un copain que je connais bien. Et en fait, ils sont en train de récupérer et de développer tout un pan de ce que je voulais faire. Alors moi, il me reste le pan collage, mais ça va pas durer très longtemps si ça continue. Et donc, on va se protéger sur ce plan-là, mais j'ai perdu 99% ou 90% de tout ce que je voulais construire. Donc la photo, je l'avais. Le dessin du puzzle, je l'avais. Mais il m'a manqué tellement de pièces, il y en avait tellement à proposer. Je me suis accroché avec un énorme laboratoire en disant, eux, ils vont pouvoir m'aider. Mais eux, ils protégeaient leurs intérêts. Donc, en fait, à un moment donné, c'était plus un travail d'équipe, c'était un travail à sens unique. Et ça, c'est la deuxième fois que ça m'arrive dans ma carrière. J'espère qu'il n'y en aura pas de troisième. J'avais déjà eu ça avant pour Siloc, et bon, voilà, c'est la vie. Il faut juste rebondir en disant, voilà, qu'est-ce que je tire comme point positif de cette histoire? Parce que ça, pour le coup, ça va être un sacré rebond pour nous. Parce que j'avais fait rêver mes équipes, ils ont bossé pendant 4 ans. Je peux vous dire qu'au labo, ils font un peu la gueule, là. Alors, il est 13h10, je vous propose qu'on clôture cet événement, comme on est déjà 10 minutes en retard. À moins qu'il y ait d'autres questions, s'il y en a, je réponds, hein. Alors, du côté du chat, on avait Valérie Transon, pardon, je ne sais pas comment on prononce, donc du fonds Reboost, qui disait en fait que on n'a qu'un seul ennemi, c'est soi-même. Et du coup, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, Isabelle, Véronique ou Jean-Marc. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette citation? Nous n'avons qu'un seul ennemi, nous-mêmes. Alors, pardon, c'est pas moi Allez-y. c'est pas moi qui ai dit ça, mais je partage.
Ok. En attendant, je voudrais rebondir. Vas-y, Christophe. Non, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, les deux principales choses. C'est d'abord qu'effectivement, on est son meilleur ennemi, mais que la vraie problématique, elle est que lorsqu'on se positionne comme étant un créateur d'entreprise, un chef d'entreprise, on a toujours cette idée sous-jacente qu'on est obligé d'être parfait. Et que cette perfection, quand elle est trop acceptée ou qu'elle est trop prégnante, elle finit par te rendre immobile. Et que si effectivement tu te mets pas d'une part dans une situation d'humilité où tu vas pouvoir aller parler à n'importe qui, c'est ton frère, ta belle-sœur, un membre de ton groupe, d'une association dont tu fais partie, ou enfin n'importe qui, quelqu'un qui puisse avoir un vrai regard objectif, bienveillant sur toi et sur ce que tu fais. Si t'as pas cette capacité-là, t'es mort. Je ne sais bien. Je pense que c'est compliqué, oui. Vous avez tellement raison, Christophe. On en parlait tout à l'heure. L'ego est le point numéro 1 qu'on a tous. Ouais, sauf que je pense que et moi, la première, pas de l'ego, en tant que chef d'entreprise, le c'est regard pas des l'ego, autres, de pas assumer, de pas dire aux gens. C'est pas l'ego, je crois que c'est notre éducation. Quand on devient entrepreneur, c'est issu d'une éducation qu'on a reçue, soit par opposition parce que ce qu'on a vécu ou ce qu'on nous a appris ne nous convenait pas, soit par mimétisme parce que c'est une évidence qu'on devienne chef d'entreprise parce que en amont, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des artisans, il y avait des commerçants, il y avait des indépendants et que voilà, c'est comme ça qu'on a appris et on peut pas se permettre d'être pas bon. Et ça change, ça évolue un petit peu dans l'esprit des uns et des autres, mais notre génération. Ça comme on veut, mais on est proche dans la définition et on est d'accord. Donc voilà, entourez-vous, parlez aux gens, essayez de vous entourer de gens qui sont compétents et de toute manière. Par essence même, essayer de se rapprocher de gens ou essayer de parler avec des gens qui nous ressemblent, c'est plus facile et plus constructif. Et puis, il faut recouper les informations. Des gens qui sont plus intelligents que vous, moins intelligents que vous. Ouais, et il faut recouper les informations. Parce que plus les choses sont négatives, et plus il faut aller recouper les infos. Parce que sinon, on peut aussi se trouver avec les conseillers sont pas les payeurs. Quand on m'avait dit il faut aller déposer tout de suite, j'ai dit ouais, je vais réfléchir 2 minutes, quoi. Et donc c'est bien d'aller prendre 3-4 coups un peu partout et de vérifier quand même qu'on va pas faire de bêtises parce que c'est pas non plus tête baissée. L'esprit critique doit rester quand même important. Alors je vois un message de Marilyn. Je propose de mettre Marilyn en relation avec donc Jean-Marc Barky et peut-être Isabelle Saladin par rapport à son commentaire suite à une difficulté qu'elle rencontre dans son business model. Voilà. Eh bien, écoutez, on est arrivé au terme de ce webinaire. Un grand merci encore aux rebondisseurs français pour l'organisation. Un énorme merci à Jean-Marc pour ton intervention, ton témoignage. Merci beaucoup. Et bien évidemment, merci à Isabelle, Claire et toute l'équipe des rebondisseurs français. Voilà, on espère que... Merci à tous ceux qui sont venus nous écouter. Merci et nous espérons que vous avez pu gagner en connaissance de tout ce que vous pouvez activer pour développer votre résilience et développer votre capacité de rebond. Voilà. Bonne journée à tous. Bonne journée. Un grand merci. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Bonnes vacances, Jean-Marc. Au revoir. C'est gentil. Merci. Salut Christophe.